Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Plateau spécial. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore cet après-midi, si ça n'est pas l'heure à laquelle que vous avez le privilège et l'opportunité de suivre cet entretien. Je suis avec Christian Jamano et Ama. Avec eux, nous allons échanger autour de notre invité, le secrétaire adjoint, Monsieur Guy Bao, qui est notre invité sur ces plateaux que je dis bonjour. C'est Guy Bao. Bonjour. Vous allez très bien. Très, très bien. Merci beaucoup et je suis à côté de Christian Japano. Et merci beaucoup. Je rappelle qu'il est secrétaire général AI de l'UDPS. Je ne pas oublier de souligner. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour. Merci beaucoup. Nous allons parler sur l'actualité qui se passe en République démocratique du Congo. Nous parlons du dialogue. C'est le sujet, le premier thématique. Le chef d'État va annoncer ça devant des diplomates, mais il a mis de barre ses principes, comment le dialogue va se dérouler. En tant que vous, le CGE, comment vous avez trouvé cette demande du chef de l'État? Le premier élément, il faut dire ici, l'UDPS, c'est un parti qui a lutté plus de 4 décennies pour le triomphe de la démocratie et de l'État de droit dans la non-violence. C'est-à-dire, nous croyons à la vertu du dialogue. Lorsque le président de la République tend sa main, c'est parce qu'il croit au dialogue en tant que non-violent. Mais nous ne devons pas considérer les dialogues comme une thérapie pour tout le problème du pays. Il y a d'abord un dialogue permanent qui existe au sein des institutions pour ceux qui sont républicains et démocrates. Le président a fixé des lignes parce que les Congolais se sont habitués depuis 1960, date de notre indépendance, à une série de révoltes, de meurtres, de dialogues, des gouvernements d'union nationale. Et lorsqu'on va reprendre le processus normal, ceux qui n'ont pas réussi à s'imposer démocratiquement vont créer des rébellions pour revenir sous format d'un dialogue, bien sûr en tuant des Congolais et être ministre dans un gouvernement d'union nationale. C'est la raison pour laquelle le président de la République a posé ces conditions et a essayé de donner des limites à ces dialogues. Et nous disons aussi, s'il faut aller au-delà, qu'est-ce qui nous rassure? Les dialogues entre Congolais vont empêcher Kagame de piller les richesses du Congo. On doit bien expliquer au peuple congolais la solution au problème de Paul Kagame, le président rwandais qui a envahi le Congo, qui pille nos richesses, qui tue les Congolais, qui viole nos mamans et nos filles. Ce n'est pas dans un dialogue entre Congolais. C'est avoir une armée forte, républicaine, qui a des moyens non infiltrés. Ça, ce n'est pas l'élément que le dialogue va résoudre. C'est la raison pour laquelle nous disons oui au dialogue, mais selon certaines conditions telles que posées par le président de la République. Alors, le secrétaire général, vous pensez que les conditions fixées par les chefs de l'État autour de ces dialogues nationaux et intercongolais, au cas où les parties prenantes s'est décidé de ne plus participer au dialogue parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ces conditions-là, est-ce que vous pensez que ça, comment est-ce que vous jugez ces problèmes? Bon, il y a d'abord l'environnement international qui n'est pas favorable à leur démarche. Et ça aussi, il faut le souligner. À chaque fois qu'il y a crise au Congo, il y a une main externe, internationale, qui affaiblit la République démocratique du Congo. Au moment où nous sommes en train de parler, le président de la République a fait un travail de titan, de sensibilisation du monde international. Le monde international est en train de comprendre. Oui, à un dialogue interne, pas à un processus inter-congolais, mais selon la volonté des Congolais. Et nous estimons que tous les Congolais épris de paix doivent raisonner dans le sens d'un dialogue qui n'affaiblit pas l'État congolais. Parce que les dialogues, selon la logique de Paul Kagame, c'est quel dialogue? On prend tous les étrangers qui sont dans ces mouvements entre guillemets rebelles, ils seront réintroduits dans les institutions après la guerre. Là, on recommence à zéro. Ce serait le même combat. Nous aurons une armée affaiblie par l'infiltration des étrangers. Nous aurons une police affaiblie. Nous aurons des services de renseignement faibles, une administration faible et un gouvernement faible. Et après, 5 ou 10 ans après, nous ne serons pas en mesure de faire face à une agression extérieure
parce que nous sommes infiltrés. Mais le dialogue, vous allez faire avec qui? Parce que tous les acteurs politiques que vous invitez par rapport au dialogue sont condamnés ici en République démocratique du Congo. Kabila est condamné ici, Nanga, il est condamné à mort ici. Est-ce que vous voyez pas que les gens que vous, de la République démocratique du Congo, a condamné à mort, vous l'invitez à faire le dialogue? Tout le monde n'est pas condamné. M. Katumbi n'est pas condamné. M. Fayoulou n'est pas condamné. M. Sessanga n'est pas condamné. Kabila, il est condamné. Et la liste Nanga, est longue. il est condamné. Oui, mais il y a des gens qui ont de... Ça sera pas... On ne va pas les dialogues sans Nanga. Sans Kabila. Non, nous ne voyons pas les choses de cette manière. On peut aller au dialogue et débattre de leurs questions. Si on passe, ce sont des sujets hyper importants. Tout simplement, nous voulons un peu dissocier le problème judiciaire au problème politique. Je peux épingler un cas, le cas de M. Matata Paul. Un problème de gestion pendant l'ère Kabila qu'on lui a reproché, il veut transformer ça en problème politique. Il faut savoir différencier les choses. C'est la même justice, on dit que c'est difficile pour de condamner M. Matata Paul, mais la même justice qui a laissé Matata Paul de postuler, c'est la même justice qui a dit que c'est pratiquement possible de juger par rapport à Matata. C'est très bien de dire ça de notre justice. Nous aussi, nous allons vous dire la même justice internationale avait arrêté Jean-Pierre Bemba. Il a fait 10 ans à la CP et il a été relâché. Ça, c'est pas la justice congolaise. La même justice avait arrêté Laurent Gbagbo, avait arrêté Blé Goudé en Côte d'Ivoire et puis une dizaine d'années après, ils ont été relâchés. Donc, on peut faire aussi ces débats-là. Bref, c'est un débat d'hommes. Il n'y a pas de problème, ce sont des principes. On peut arrêter quelqu'un ou on peut étudier un dossier. On estime que le dossier est lourd, mais après examen, on a constaté que le dossier est faible, on peut libérer ou aller dans le sens contraire. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, plus on en parle, dialogue sans la Senko, comment vous dites? Non, la Senko, elle est partie prenante. On ne peut pas faire un dialogue sans la Senko. La Senko, elle est partie prenante. C'est la société civile. N'aura pas ce rôle-là. Peut-être c'est la partie prenante, pas comme partie médiatrice, mais comme partie prenante, comme tout le monde. Merci beaucoup. Nous changeons de chapitre, parlons de la Constitution. Le chef de l'État a décidé, lui-même a dit au niveau des Kananga, rien ne l'empêcherait de changer la Constitution parce qu'il est le garant de la nation. Chamano. Alors, le secrétaire général, puisqu'on parle d'un autre sujet, la Constitution. C'est un sujet qui fait couler beaucoup de temps que ça arrive actuellement sur la sphère politique, et aussi au sein de la société, comme je viens de le dire. Alors, quel est votre avis? Je partage le point de vue du Sénat congolais. Le Sénat congolais a fait un message pour dire dans les contextes actuels, dans les contextes d'agression, le plus important, c'est d'abord de libérer le pays. Et le reste, on verra ça après. Sauvons d'abord le pays. Le pays est occupé dans sa partie est du pays. Après avoir sauvé le pays, libéré le pays, chasser les agresseurs, je crois qu'on peut faire un débat beaucoup plus calmement. Même s'agissant du dialogue, là, je donne qu'un point de vue individuel, je ne suis pas le président de la République. Je crois que la tenue du dialogue et les débats de la Constitution, ce sont des débats qui peuvent attendre qu'on libère d'abord le pays, 2 étrangers, et puis les Congolais, entre nous, on peut rester débattre de toutes les questions sans tabou. Ça, c'est mon point de vue. Bon, c'est votre point de vue, ça on accepte. Alors, parlons toujours de la Constitution. C'est la même Constitution en 2018. Et les pays avaient toujours été agressés. Parce que les pays n'a pas commencé à être agressés en 2026, c'est-à-dire plus de 30 ans. Alors, comment est-ce que ces temps-là, l'UDPS, je rappelle à l'opposition, l'ancien président de la République a voulu changer, modifier la Constitution en 2018, chose que l'UDPS n'avait pas voulu. Mais l'UDPS disait que la Constitution n'est pas un problème. On est aux élections avec ces films de Constitution. Chose qui a été faite. Nous sommes en le 17 27. Monsieur Laurent Désiré Kabila, notre héros national, venait de chasser, accompagné des étrangers, le maréchal Mobutu. Avec un décret d'une dizaine d'articles pour régler sa gestion du pays.
Pas de constitution. Le décret loi nous a régis jusqu'à sa mort, à son assassinat en janvier 2001. Ce qui fait qu'il y a eu un problème de sous-section parce que c'était réglementé nulle part. Pendant ce temps-là, il avait suspendu le parti politique qui violait toutes les libertés des Congolais, des acteurs politiques et sociaux que nous étions. Nous nous sommes battus, conformément à l'accord de Lusaka signé par les belligérants en 1999, pour obtenir la tenue d'un dialogue entre Congolais. Nous avons eu ce dialogue à Sun City un peu plus tard, en 2003, où est sortie l'actuelle constitution. D'abord, il y a eu une constitution de transition, il y a eu un référendum où la constitution actuelle a été votée sans que les Congolais puissent lire les contenus. C'est un débat d'intellectuels. Et à l'époque, avec Étienne Tshisekedi, notre leader, nous avons dit non à cette constitution. Parce que ça n'avait pas répondu aux normes en termes de rédaction, en termes d'adoption, en termes de référendum, en termes de tout. Mais malgré ça, la communauté internationale avait imposé ça via les dirigeants de l'époque d'1+4. Nous avons évolué. Il y a eu les premières élections en 2006. Ça ne sert à rien de rappeler dans quelles conditions ces élections étaient organisées avec beaucoup de morts. Il y a eu 2011. Et puis, 2018. Mon frère, c'est la logique. Il n'y a pas à arrêter. On est agressé. Là, il n'a pas violé la Constitution. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, lorsque le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019, Kagame faisait partie des top 5 des leaders africains qu'on prenait comme exemple, comme modèle de développement, de ceci, de cela, alors que c'est un criminel de guerre qui a détruit le Congo pendant plus de 30 ans. Et le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il a constaté, il a donné d'abord des chances à tous les voisins de regarder dans la même direction que lui. Les voisins là n'ont pas compris. Ils ont dit il faut affaiblir la RDC. Parce que c'est ça aussi les challenges parmi nos voisins. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur Internet où Laurent Désiré Kabila était en train d'expliquer que non, au cours d'une réunion, je crois de la SADC, il dit, le président ougandais était en train de dire en République démocratique du Congo, nous devons avoir un président faible. Malheureusement, Laurent Désiré Kabila n'est pas faible. C'est ça les challenges. Beaucoup de nos voisins, pas tous, estiment qu'on doit avoir un président faible à la République démocratique du Congo. Et pendant les 18 ans, ils étaient contents de vivre cette réalité. Maintenant, c'est fini. Grâce au leadership de Félix Tshisekedi. Maintenant, nous disons, ça ce n'est que mon point de vue. Je ne dis pas le point de vue du président. Dialogue, oui. Les débats sur la conscience, je suis d'accord sur toutes les questions, même sur les sexes des anges. Mais libérons d'abord notre pays. En Ukraine, on ne fait pas ces débats-là actuellement. Ils se battent pour la survie de l'État. Même en Iran, même en Israël. C'est pas ça les débats. Merci pour CG. Je suis derrière la caméra ici, Armand Mondilaï. CG, nous sommes toujours les mêmes débats concernant la constitution, le dialogue et tout. Récemment, nous avons vu l'un des présidents des grands partis politiques dans notre pays, le CIT, Maurice Ravatoto, professeur, le deuxième vice-président du Sénat. On lui a posé la question sur la lecture de la constitution. Il a dit que non, le problème de la constitution, le problème du Congo, ce n'est pas la constitution, ce n'est pas les textes, c'est le problème d'homme. Il est votre réaction par rapport à ça. Et après, il est venu pour demander pardon. Et c'est ce qu'il dit auprès des ministres sur laquelle c'est à la révolution. J'ai mal compris son rapport, sa réponse par rapport à la question des journalistes qui a posé la question concernant la constitution et sa réponse. Moi, personnellement, je dis deux choses. Premièrement, le sénateur Bahati est libre de donner son point de vue sur tous les sujets d'actualité. Au nom de sa liberté, il s'est exprimé. Mais la deuxième chose que j'allais dire,
la réaction de l'opinion. J'ai suivi la réaction des uns et des autres. Ce que je retenais des principales, ce qu'on a reproché au sénateur Bahati, au moment où Goma et Bukavu étaient en train de tomber entre les mains de nos agresseurs, on a entendu le sénateur Bahati en tant que leader du coin, pas de moindre, un grand leader, et d'encouragement de nos forces armées pour la résistance, ou de notre peuple, de leur dire de ne pas obéir aux agresseurs, c'était un silence radio. Voilà ce que moi j'ai entendu comme remarque. Et l'opinion constate, pour d'autres sujets, le sénateur Bahati est monté au créneau pour donner son point de vue. C'est ça un peu le grand problème. Et le bureau du Sénat a ajouté qu'en tant que responsable, nous devons avoir de la retenue pendant cette période, ce contexte de guerre, d'agression, où toutes les institutions de l'État ont le devoir d'appuyer les commandants suprêmes de l'armée, ont l'obligation d'appuyer le président de la République dans ses attributions comme le premier diplomate du pays. Voilà un peu ce que moi je vais donner comme point de vue. Et je crois, quand vous me dites qu'il a demandé pardon parce que paraît-il c'est sur le groupe WhatsApp, c'est pas destiné à l'opinion à tout le monde, c'est qu'il s'est rendu compte lui-même des dégâts que ces propos ont créés. Et il nous appartient en tant qu'acteurs politiques de tirer des leçons. L'opinion est en train de nous observer. On tue déjà à Goma, on tue déjà à Bukavu, on tue déjà à Uvira, on viole le droit de l'homme, tu ne réagis pas. Mais tu choisis d'autres sujets pour réagir un peu plus tard. Ça a mis un peu les gens dans le doute. Il y a plus de 50 signatures contre Maurice Rassi. Quelle est votre raison? Comment vous jugez la réaction des sénateurs par rapport à... On le qualifie comme un traître, il a manqué de respect au chef de l'État et tout. Et le sénateur Kabongo insiste pour qu'on puisse élire. Comme c'est un débat, ça dépend des informations que les sénateurs ont sur leurs collègues. Il est leur collègue, il est leur vice-président. Parce que j'ai suivi le sénateur auteur de la pétition, il va au-delà de ces déclarations. Peut-être ils ont aussi d'autres éléments que nous ne maîtrisons pas. Voyons voir comment les débats vont évoluer au sein du Sénat. Parce que même les excuses sont dans les groupes WhatsApp des sénateurs qui ne nous est pas destiné. Donc on a un peu de difficulté d'avoir la maîtrise de tous ces dossiers. Voyons observer comment les choses vont évoluer. Comment va l'état de santé de Moi, je crois que l'Union sacrée se porte bien. Mais comme toute famille politique, des gens libres, des hommes libres, les contradictions, il y en a. Parce qu'on peut amener la question comment va l'IDPS. Les contradictions existent. À l'IDPS, à l'Union sacrée, autour du président de la République, c'est un processus normal d'une vie politique démocratique. Il ne faut pas faire des contradictions comme si l'Union sacrée n'existe pas. L'Union sacrée existe, fonctionne. La majorité parlementaire, elle est là, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un raison de quitter le navire avant 2028. Ibalan qui a quitté, il était conseiller spécial itinérant du chef de l'État, membre de l'Union sacrée, l'autorité morale ne partirait pas quitter. Aujourd'hui, vous le remettez en monnaie du singe parce qu'il a dit la vérité. Il perd sa place au niveau de l'Union sacrée aussi. Il va perdre sa place. Vital Kamerhe est même aujourd'hui. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous parle bien de critiquer. En tout cas, le président Vital Kamerhe n'a pas quitté l'Union sacrée. Il est là. Il présente plus de réunions. Là où vous êtes informé. Il est dans l'Union sacrée. Il est en mise en disponibilité. Non, il est dans l'Union sacrée. Il peut être indisponible pour une raison ou autre, mais il est dans l'Union sacrée. Il ne vous a pas dit qu'il a quitté. Vous l'avez même vu avec son successeur, le président Bourget, à un moment donné, on a vu les images. Donc, il n'y a pas de problème. Ceux qui quittent, comme le cas de notre ami que vous avez cité, c'est au nom de sa liberté. Mais je crois que l'inquiétude ici, c'est on quitte
de la famille politique chez les étrangers, ça peut laisser à désirer. Mais quelqu'un qui quitte au nom de sa liberté, l'union sacrée n'est pas Olinga Olingate Ozali un père comme à l'époque de Mobutu. Non, les gens sont libres, sont des intellectuels. Un membre de l'union sacrée peut estimer que ses intérêts ne sont pas bien défendus et regarder ailleurs. Mais seulement nous conseillons aux gens de ne pas regarder chez l'ennemi, parce que ça ne va pas résoudre tes problèmes. Si dans ta propre famille politique, où tu as les loisirs de t'exprimer, tu quittes ça pour aller là où tu ne sauras pas t'exprimer devant Paul Kagame, en tout cas, il faut se dire, tu es en danger. Notre dernière thématique, l'Église catholique, beaucoup de cailloux aussi qui à l'interne, en tant que catholique de pasteur. Aujourd'hui, quelques évêques ont donné leur les attentes par rapport à leur message, la tribalisme, aujourd'hui la politique entre au sein de l'Église catholique. De l'autre côté, comment on fait la lecture par rapport à cette actualité qui se passe au niveau du confession? Je devais d'abord préciser ce qui s'est passé pour les gens qui vont nous prendre un peu en retard. Il y a eu une note interne à la Senko, signée par l'évêque de Mbujiba et Monseigneur Kassanda, où Monseigneur est en train de décrire une mauvaise situation qui se passe au sein de l'Église. En termes, il a appelé ça de triple introspection. La première introspection, il dit que les positions de prise de position publique de la Senko dérangent. Ça ne pèse plus dans l'opinion comme auparavant. Et là, il demande de mesurer les langages, il demande une concertation et un critère même de sélection pour les interventions publiques. Il a déploré ça. Deuxième point de son introspection, il déplore sous le tribalisme. Il dit c'est bien d'attaquer les régimes, le politique par rapport au tribalisme, mais si nous regardons le fonctionnement de l'Église à notre sein, dans les différentes structures que nous gérons en tant qu'évêques, le tribalisme est là. Il parle même d'un rapport qui était tout fait pour étudier le nombre de personnes par rapport à leurs origines liées aux évêques. Et il déplore enfin la fraude électorale dans la mise en place du bureau de la Senko, l'élection de Monseigneur Fulgence Mouteba. C'est trois points qu'il a relevés. Bien sûr, il y a des commentaires. Le groupe WhatsApp de l'Église catholique est devenu un lieu de propagande, de lobbying politique, au lieu que ça soit un lieu de partage d'expériences pastorales pour eux, anciens évêques qui ont duré. Moi, lorsque j'ai vu ça, ça m'a beaucoup attristé et ça m'a fait très peur. Si l'Église, qui devait être la gardienne des valeurs morales, commence à reproduire les antivaleurs au sommet de cette Église, je commence à m'interroger sur notre avenir. Si c'est un simple paroissien chrétien qui pouvait faire ça, je peux comprendre. Mais ça vient du sommet. C'est une preuve que nous avons des problèmes très sérieux. Et je commence à me rappeler nos discussions avec Papa Étienne Tshisekedi, qui insistait sur le changement de mentalité si nous voulons sauver notre pays. Malheureusement, même l'Église qu'on croyait gardienne des valeurs morales commence à être ce qu'elle est. C'est dommage, mais nous espérons qu'il y aura un sursaut d'orgueil au sein de l'Église et nos pères spirituels vont prendre les choses en main pour rectifier les tirs, pour le bien et de l'Église en République démocratique du Congo et même pour le Christ. Parce qu'on parle de tribalisme, mais on nous dit à l'Église, dans le Christ, il n'y a ni juif ni grec pour dire c'est l'Église de tout le monde. Mais lorsque le tribalisme devient une référence, ça commence à nous inquiéter. Ma dernière question, Ama. Oui, peut-être avant d'intervenir, c'est pas trop le thématique par rapport à la sécurité, Kinshasa, vous êtes partout pour voir. Vous constatez avec nous l'insécurité qui se passe, les années, le braquage, le banditisme, l'armée, comme si, or, c'est l'IDPS qui gère la sécurité, et notre pays ministre de l'Intérieur, c'est Chakmé Chabani, au cadre de l'IDPS qui gère la sécurité. Pour ajouter, c'est l'IDPS qui gère la ville pour rester de Kinshasa. Et puis, je vais ajouter par rapport à ce que vous avez dit.
N'oubliez pas que ces derniers ont accepté au sein de la population qu'il y a une structure au sein de l'UDPS, comment les appelle la structure des jeunes, la force du progrès, qui est aussi à la base des autres. Il paraîtrait que la force du progrès impose la loi. Ah, même ces prisons, ces cachots. Vous ne pensez pas que tout ça, ça fait l'UDPS à la base des autres. Nous déplorons l'insécurité dont fait face les Quinois en particulier. Nous aussi, nous habitons Kinshasa. Nous vivons dans la cité, nous sommes victimes, comme tout le monde. Parce que ce soit les gouverneurs de la ville, que ce soit le VPM Jacquemin Chabani, c'est vrai qu'ils viennent de l'IDPS, mais ils sont des hauts responsables. Ils travaillent pour le pays, ils ne travaillent pas pour l'IDPS. Ça aussi, on doit éviter ce genre de débat. Jacquemin Chabani est le VPM dès l'intérieur de la République démocratique du Congo, pas de l'IDPS. L'IDPS, c'est sa famille politique d'origine. Parce que j'en commence à entendre ces débats-là. C'est l'IDPS qui gère l'hôtel de ville. C'est l'IDPS qui gère... Non, c'est des hommes politiques issus de notre famille politique. Le problème de l'insécurité, c'est un problème qui nous dérange. Nous sommes en train d'appuyer l'État congolais dans la recherche de la solution. Mais vous savez que l'outil principal pour faire face à cette insécurité, aux bandes de criminels, c'est la police. Cette police-là, vous connaissez l'historique de la police, d'où nous venons. Il nous faut des réformes, il nous faut beaucoup de moyens pour équiper cette police. Il nous faut même un recrutement. Et je crois que vous êtes en train de voir, ça vous ne l'avez pas signalé, les efforts qui sont faits pour sanctionner les policiers qui sont en train de mettre le peuple congolais en difficulté. Ces efforts-là sont faits. Donc, il nous faut vraiment un temps. Quand vous parlez des efforts, vous parlez de quelqu'un, parce que là, c'est le moment, on est là même. En fait, tous les cas qui sont signalés, il y a des sanctions. Vous pouvez vérifier, vous êtes de la presse, je n'ai rien à vous apprendre. Tous les cas signalés, sur tous les cas qui ont été filmés, la plupart ont été sanctionnés. Les efforts sont faits. Mais comme je l'ai dit, c'est une police que nous avons héritée, que nous sommes en train de mener des réformes pour changer la chose. Premièrement, il y a une loi de programmation pour la police. Ça n'a jamais existé. Vous avez constaté aussi, le ministère de l'Intérieur a fait un effort pour améliorer les conditions de travail de la police. Ça n'a pas encore atteint tous les niveaux. Ça ne reflète pas encore le niveau de nos ambitions, mais le travail est en train de se faire. Et vous avez appris aussi les recrutements de la police, parce qu'il nous faut aussi de nouveaux policiers, leur formation, tout ça, ça va nous prendre un peu du temps. Nous demandons de la patience et l'implication de toute la population dans ce combat contre l'insécurité. Ça nous concerne tous. Nous sommes de l'IDPS, nous habitons aussi la cité comme vous, nous sommes aussi victimes. Alors, avant de finir quel est le par rapport au comportement de ces nos amis des forces politiques? Bon, l'effort du progrès, premièrement, les infractions qui sont en train de se commettre sur le terrain, on l'impute aux forces du progrès, mais ce n'est pas les forces du progrès. Il faut faire la différence. Les forces du progrès existent, qui est une structure informelle de l'UDPS, mais qui n'est pas chargée d'aller gérer l'État ni de commettre les infractions. Nous avons constaté seulement qu'il y avait un engouement de gens qui voulaient s'autoproclamer force du progrès pour commettre des infractions au nom des forces du progrès. Les débats sur la place publique, ils sont tentés de nous écouter. Nous sommes en contact avec, et nous leur avons déjà dit, de faire un effort sur le terrain, de démasquer tous les criminels et les mettre à la disposition de la police. Comment ça, il y a quelque chose combien de services du côté du gouvernement sur l'année? Pour moi, ils sont à 6,5. 5,5. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit merci à toute notre équipe technique qui est au courant pour cette très entretien avec CV, avec l'UDPS, avec nous avons échangé beaucoup de la politique qui se passe en République démocratique. Je dis merci à toute notre équipe associative de nous avoir apporté cet entretien. Merci. Et merci à tous les spectateurs qui étaient braqués le Dieu vers le petit écran pour regarder cet entretien-là.
Je suis ma photo. Ah, ma photo de Rosoy Bozoa.